Donc on va faire ces deux derniers cours sur deux approches différentes des techniques de génération. D'un côté, les chaînes de Markov. Et donc ça, ce sera le cours d'aujourd'hui, suivi de séminaire de Christian Robert sur ce domaine. Et le cours de la semaine prochaine sera sur les algorithmes de génération d'IA avec les procédures de diffusion de score. Et ce sera suivi du cours de séminaire de Francis Bach. Donc, c'est deux types de problématiques qu'on pose dans les deux cours. Dans le cas des chaînes de Markov, on suppose qu'on a fait l'étape de modélisation dont on a discuté dans les cours précédents de P de X, ou que souvent on note dans la littérature de chaînes de Markov pi de X. Et le problème, c'est d'échantillonner cette distribution. Donc, dans ce genre de problème, on n'a pas de données. Ce qu'on a, c'est la distribution P de X, qui est une distribution typiquement en grande dimension, et il faut faire de la génération d'images de séries temporelles à partir de cette distribution. Dans le cas des algorithmes de score diffusion, le problème est différent parce qu'on part d'une famille d'échantillons qui sont des échantillons de la vraie distribution, et on veut résoudre deux problèmes. On veut à la fois estimer pi et échantillonner. Alors, le point commun de ces deux approches, c'est que ça va être basé sur un principe de chaîne de Markov. Dans le cas du premier, je l'avais expliqué déjà dans le cours précédent, on va partir de Q de X, qui est une distribution facile à échantillonner, et on va construire une chaîne qui va nous transporter Q de X dans la distribution pi de X qui nous intéresse, et on va donc transporter les échantillons de Q qui vont devenir des échantillons de pi de X. Donc ça, c'est la technique de chaîne de Markov, et tout le problème, c'est de construire cette carte avec les matrices de transition qui permet de faire ce mapping de Q de X à pi de X. Dans le cas de l'algorithme de diffusion de score, c'est la même chose, simplement, on va d'abord partir de pi de X, et on va trouver une transformation qui va l'envoyer dans un Q de X qui est facile à échantillonner, et en l'occurrence, le Q de X va être du bruit blanc gaussien. Et ça ne va pas être très difficile pour faire ça. Il va suffire de prendre X et de rajouter du bruit blanc gaussien et de l'atténuer au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle l'équation de Einstein-Uhlenbeck qu'on va voir. Et ensuite, on va prendre cette chaîne qui est une chaîne de Markov, au même titre que celle-ci, et on va l'inverser. On va faire une inversion, et donc on va partir du bruit blanc et on va récupérer pi de X. Et l'estimation, elle va être ici. C'est-à-dire qu'il va falloir faire l'estimation des composantes qui vont permettre de faire l'inversion. D'accord ? Et si on est capable de faire l'inversion, eh ben, on est capable de prendre un échantillon de bruit blanc et de le transformer en visage ou en chambre à coucher, etc. Et je vous montrerai les exemples la fois d'après. Donc là, dans ce cas-là, on a une équation stochastique qui correspond à la chaîne, on a l'inversion de cette équation, et ce qu'il faut, c'est estimer les éléments, et l'estimation, ça va se faire sur ce qu'on appelle le score, qui est le gradient de la log probabilité qu'on va estimer avec des réseaux de neurones profonds. Donc ça, c'est les deux approches. Alors, ce qui est en commun dans les deux cas, c'est qu'on a un transport de distribution de probabilité par chaîne de Markov. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le deuxième point qui est en commun, c'est qu'on va calculer des probabilités de transition. Et les probabilités de transition dans le cas de
de la diffusion de score, ça va être justement le score. Et puis, il y a la notion d'inversion du temps, l'inversion de la chaîne de Markov ou du temps. Et ça, cette notion de réversibilité, c'est au cœur donc, de cette théorie des chaînes de Markov. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ça va être la base théorique de ce qu'on verra la semaine prochaine. Alors, les chaînes de Markov, la propriété de base, je l'ai introduite la dernière fois. L'idée, c'est qu'on a une séquence de variables aléatoires, x2, xn, xn plus 1, et puis on a les probabilités de transition qui va vous donner xn plus 1, sachant xn, etc., jusqu'à x1. Et le fait que ce soit une chaîne de Markov vous indique tout simplement que cette probabilité de transition, elle dépend que du passé le plus proche, donc juste de xn, l'élément précédent. Et puis, on dira que la chaîne est stationnaire, et c'est ce qu'on va systématiquement utiliser dans le cas de l'algorithme de Metropolis-Hastings qu'on va voir aujourd'hui. Eh bien, dans ce cas-là, c'est lorsque la probabilité de transition, donc que xn plus 1 soit égal à x, sachant que y, sachant que xn égale à x, eh bien, que ceci ne dépende pas de n. Donc ça, c'est une fonction qui fait passer de x à y. C'est une grande matrice. Je vais supposer là que mes x sont discrets, ce sera plus facile, mais qui appartiennent à un ensemble éventuellement infini. Et donc, vous avez une grande matrice qui est ce qu'on appelle la matrice de transition et qui ne change pas au fur et à mesure de la chaîne. Ça va être une des différences avec les algorithmes de score matching où vous verrez que la transition va évoluer, notamment pour la chaîne inverse. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est les propriétés de cette matrice de transition. Donc, on fait évoluer avec des probabilités conditionnelles qui sont les mêmes à chaque fois. On répète cette matrice de transition. Alors, la première propriété que j'avais donnée dans le dernier cours, c'est le fait que ça, c'est la probabilité de y sachant x. Donc, si je regarde la probabilité, donc que je le mette dans le bon sens, parce que probabilité de y sachant x, ouais, c'est comme ça, p de xy. Et donc, si je fais la somme de la probabilité de xy sur tous les y, ça vaut 1. Et ça, on appelle ça une matrice stochastique. C'est des matrices dont les sommes des colonnes valent 1 et dont toutes les entrées sont positives. La deuxième propriété, c'est que si je veux regarder la probabilité pour que xn plus 1 soit égal à y, eh bien ça, c'est tout simplement la somme sur tous les x, la probabilité pour que xn soit égal à x, fois la probabilité de transition de x à y. Alors, comment est-ce qu'on montre ces propriétés? C'est assez immédiat. La première, si je la traduis, c'est tout simplement le fait que je suis en train de sommer somme sur y de la probabilité pour que xn plus 1 soit égal à y, sachant que xn est égal à x. Et ça, c'est une probabilité, donc ça somme à 1. La deuxième propriété, la probabilité pour que xn plus 1 soit égal à x, à y, pardon, c'est la somme des probabilités pour que xn plus 1 égale y et xn égale x, somme sur x, c'est juste la marginale, que je peux réécrire comme la probabilité de xn plus 1 égale y fois xn égale x, soit la probabilité de xn égale x,
et vous reconnaissez ici la matrice de transition à nouveau. Et donc, on obtient cette formule. Alors, cette formule, elle est importante parce que c'est ça qui explique un peu l'évolution des probabilités. Ce que je peux faire, c'est considérer le vecteur des probabilités que xn soit égal à x. Donc, c'est le vecteur à un instant n de la chaîne de toutes les probas. Et si je réécris l'équation qui est juste au-dessus, donc ça, c'est un vecteur colonne. Ça, je peux l'écrire comme mu n plus 1 transpose, parce que c'est un vecteur ligne, qui va s'écrire comme mu n transpose fois p. Autrement dit, si je prends une transpose de cette équation, c'est que mu n plus 1, c'est égal à p transpose fois mu n. Donc, ce que vous voyez, c'est que les probas, le vecteur de probabilité, à l'instant n, il évolue tout simplement par la multiplication de la matrice. Donc, si jamais je veux bouger non pas d'un cran 1 et d'un cran k, eh bien, ce que je vais faire, c'est la même chose, mais k fois. Et donc, ce qui va compter, c'est les itérés de la matrice k, et dans quelle mesure, éventuellement, ces itérés vont converger, ce qui va définir l'existence d'une mesure invariante vers laquelle on va converger. Donc ça, c'est quand même le point clé, c'est le fait que finalement, on peut voir tout ça comme une évolution du vecteur de probabilité par la multiplication, par la matrice qui est la matrice de transition. Alors, les exemples qu'on utilise souvent sont des exemples qui sont des chaînes, notamment ce qu'on va faire la fois prochaine, qui sont des chaînes obtenues par des additions de variables aléatoires indépendantes. Donc, si vous prenez une famille Zn de variables aléatoires qui sont toutes indépendantes et qui sont identiquement distribuées, indépendantes et identiquement distribuées, et vous pouvez, donc ça, vous pouvez le voir comme des variables cachées que vous ne connaissez pas forcément. À ce moment-là, on peut calculer xn, on suppose que xn plus 1 peut se calculer comme une certaine fonction de l'état précédent de xn et de la nouvelle donnée f, et z, f donc de xn et zn plus 1. À ce moment-là, ça, c'est une chaîne de Markov. Donc, typiquement, quand vous allez avoir des équations discrètes où à chaque fois vous allez rajouter du bruit, plus une transformation déterministe, vous allez avoir une chaîne de Markov. Alors, comment est-ce que ça se monte? C'est assez immédiat. On regarde tout simplement la probabilité, disons que xn plus 1 soit égal à xn plus 1, sachant que xn égale xn, etc., x1 égale x1. Alors, il y a une première observation, c'est que si j'itère cette équation, si je pars, disons, de xn, ça va dépendre de xn-1 et zn, que je peux décomposer comme dépendant de xn-2 et zn-2, etc. Et donc, si j'itère comme ceci, ça va dépendre de x0, de z1, z2 jusqu'à zn. xn plus 1, ça, c'est f de xn. Mais sachant xn, donc ça va être f de petit xn, zn plus 1 égale xn plus 1. Je réécris ceci. Sachant que xn est égal à petit xn, mais xn, ça va dépendre de x0, z1, z2, zn, et je vais aller jusqu'à x0, z0. x0, ça va être petit x0. Donc tout ceci, ça va dépendre des variables
Z1, Z2, Zn. Mais comme Zn plus 1 est indépendant de toutes ces variables-là, ça va être la probabilité simplement que xn avec la variable aléatoire Zn plus 1 soit égal à xn plus 1. Et donc, vous avez bien une chaîne de Markov dont la probabilité de transition, c'est P de xn plus 1, ça dépend que de ces variables-là, et c'est ainsi que définit la matrice de transition. Donc, d'une manière générale, dès que vous avez calculé des variables qui dépendent de variables cachées, qui sont les Zn, qui sont toutes indépendantes à chaque étape, vous êtes garanti d'avoir une chaîne de Markov. Et le cas évidemment le plus simple, c'est la marche aléatoire brownienne, c'est-à-dire vous faites par exemple Zn plus 1 égale Zn plus xn plus 1, pardon, est égal à xn, plus par exemple un Zn, où Zn, par exemple, vous pouvez le prendre pour avec probabilité 1,5. Donc vous pouvez soit avancer, soit reculer. Par exemple, ça c'est une chaîne discrète très simple de façon aléatoire. Et donc ça, c'est un cas particulier où f est tout simplement l'identité. Alors ça, c'est le cas qui va nous donner une marche aléatoire ou donc qui peut partir potentiellement aussi loin qu'on veut si Zn est distribué comme ceci. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt une marche qui va correspondre à l'équation de Ornstein-Uhlenbeck, qui va être utilisée la prochaine fois et que je vais définir Uhlenbeck, que je vais définir sur des xn qui sont des réels. Donc ça, c'est le cas où je regarde, ça c'est le modèle physique d'une vitesse, d'une particule qui est soumise à des frictions. Donc dans ce cas-là, l'accélération, à cause de la friction, donc xn typiquement c'est la vitesse, ça va y avoir un moins alpha xn où alpha est plus petit que 1. Et puis, ça c'est le modèle, il y a des forces aléatoires qui s'exercent sur la particule à chaque fois, et donc on a un plus Zn plus 1 qui vient ici. Donc ça, c'est le mouvement brownien avec friction, avec une atténuation. Dans ce cas-là, vous allez avoir que xn plus 1, c'est 1 moins alpha xn plus Zn plus 1, donc on est toujours dans un cas particulier du cas précédent, du théorème. Et dans ce cas-là, on peut facilement calculer la solution en itérant. Ça veut dire que je vais avoir xn plus 1 qui va être égal à Zn plus 1 plus 1 moins alpha Zn, plus etc., plus 1 moins alpha à la puissance n, Z1, si je commence en... Et puis ensuite, je vais avoir plus 1 moins alpha puissance n plus 1, x0. Voilà. Alors, il y a une chose qu'on voit immédiatement, c'est que on est dans une situation où alpha est strictement positif et plus petit que 1. Donc 1 moins alpha, c'est positif plus petit que 1. Donc ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc ça veut dire qu'on va oublier, quand n tend vers l'infini, les conditions initiales. Et puis on peut regarder ce que c'est que ceci. Typiquement, Zn plus 1 vont être des variables aléatoires qui vont être identiquement distribuées, gaussiennes, donc de moyenne nulle et de variance sigma carré. Donc si vous faites une combinaison linéaire de gaussiennes, eh bien vous avez toujours des variables aléatoires gaussiennes.
Donc ça, globalement, ça va être une variable aléatoire gaussienne. La moyenne est nulle, donc la moyenne de tout ça, vous calculez l'espérance, ça va être la somme des espérances, ça va être 0. Donc tout ça, autrement, ça va être de moyenne nulle. Et on peut regarder la variance. Et la variance sigma n plus 1, eh bien, ça va être la somme des variances. Et donc, vous allez avoir somme des, ceci, c'est de variance sigma carré, plus 1 moins alpha, variance sigma carré, etc. Donc, plus 1 moins alpha n, toujours sigma carré. Et donc, vous avez une série géométrique. Ça, c'est la somme, comme ceci. Et donc, ça va être sigma carré. Si vous sommez ceci, ça va vous donner 1 moins, donc c'est de raison alpha, donc c'est 1 moins alpha à la puissance n plus 1 sur 1 moins alpha, c'est-à-dire sur alpha. Pareil, ça va tendre vers 0. Et donc ça va converger vers sigma carré sur alpha. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que xn plus 1 va converger en loi vers une gaussienne de moyenne nulle et de variance sigma carré sur alpha. Donc, ça, c'est l'exemple le plus simple de chaîne, et c'est justement la chaîne qu'on va utiliser la semaine prochaine pour faire des diffusions et des générations de signaux compliqués, par inversion ensuite. Alors, l'idée qui est derrière ce petit exemple est quand même fondamentale parce qu'il y a deux choses que ça montre. C'est que si on est dans des bonnes conditions, d'un côté, on va oublier les conditions initiales et surtout, on va converger, donc quel que soit le x0 que je mets, vers une mesure, une distribution de probabilité qui est fixe, qui là, en l'occurrence, est une gaussienne. Et donc, on peut se poser cette question. Donc, on est bien dans le cas où on est parti d'une distribution qui, a priori, était quelconque, et puis à la fin, on a envoyé notre chaîne de Markov, on a convergé ici vers une distribution qui était une gaussienne, qui était la distribution cible, ici, en partant d'une distribution, au départ, pi0. Et donc, au fur et à mesure du temps. Donc la question, c'est est-ce que ça, c'est une propriété générale? Qu'est-ce que j'ai besoin comme condition pour garantir qu'effectivement, ma chaîne de Markov converge? Pourquoi? Parce que c'est tout le but. Le but, c'est de partir d'une condition initiale qui va être simple à échantillonner, par exemple la plutôt gaussienne ou des choses simples, et de converger vers une distribution pi de x qui ne va pas forcément être une gaussienne, mais qui va pouvoir être choisie arbitrairement. Alors, ça, c'est ce qu'on va maintenant étudier, c'est les conditions sous lesquelles on va effectivement avoir des chaînes de Markov qui vont converger vers ces mesures invariantes. Et donc, on va définir cette notion de loi stationnaire invariante de façon plus générale de la chaîne de Markov. Donc, la définition, c'est ce qu'on attend, c'est qu'on a une loi, donc pi qui est, alors je vais prendre un stationnaire invariante, si elle ne change pas au fur et à mesure qu'on déroule la chaîne de Markov. Donc, invariante ou stationnaire, suivant. C'est une mesure de proba, d'accord? C'est la mesure de proba qu'on considère comme invariante. Et la propriété, c'est que quand on la transforme par P, elle ne doit pas changer. Donc ça veut dire que si vous reprenez la propriété qui est ici, vous allez avoir que pi de y va être égal à la somme sur x. Comme la proba ici est la même dans les deux cas,
vous allez écrire pi de x, puisque ces deux n'ont pas bougé, fois p de xy. D'accord? Autrement dit, si je l'écris sous forme vectorielle, ça veut dire que si je regarde pi comme un vecteur, pi va être un vecteur invariant de la matrice de transition. D'accord? Et donc, c'est un vecteur propre avec une valeur propre qui est égale à 1. Donc, ça, c'est l'interprétation. Donc, ce qu'on va chercher, c'est des matrices de transition dont les vecteurs propres sont associés à des valeurs propres égales à 1 et sont précisément les vecteurs correspondant à nos mesures de probabilité. Et il y a une première petite propriété, c'est que si pi est invariant, c'est immédiat, et que la mesure de départ mu0 est égale à pi, alors, évidemment, la mesure mu n est égale à pi pour tout n. C'est-à-dire que si on déroule la chaîne et que par contre on part au départ précisément de la bonne mesure, eh bien, les points vont bouger, d'accord? À chaque fois on va transformer les points, mais si on regarde la distribution de probabilité à chaque instant, la distribution de probabilité des points va rester la même. Alors, ce qu'on va regarder pour créer des mesures invariantes, c'est la notion d'inversion du temps, et qu'on retrouve à nouveau, qu'on va retrouver à nouveau la fois prochaine. Donc, ce qu'il faut bien voir à chaque fois, c'est que quand on fait évoluer le temps, il y a deux choses qui vont évoluer. À chaque fois, j'ai le x0 dont les valeurs vont évoluer, c'est des variables aléatoires, et puis ensuite, il y a les distributions de probabilité de x0, qui sont les mesures, on peut appeler ici mu0, mu n plus 1, et qui éventuellement vont converger vers la mesure invariante. D'accord? Donc ça, en bas, c'est déterministe, c'est les vecteurs qui correspondent aux distributions de probabilité, alors qu'en haut, c'est des variables aléatoires qui, à chaque fois, à chaque instant, vont changer. Et donc, on va définir donc, la réversibilité de la chaîne. Ça va consister à essayer d'inverser le temps et de regarder la matrice de transition si on fait se dérouler le temps dans le sens inverse. Et ensuite, on regardera les cas particuliers où la chaîne est réversible, c'est-à-dire où les matrices de transition sont les mêmes. Donc l'idée, c'est que quand on prend un point sur la mesure invariante y de probabilité P de y, il va bouger vers un point x avec la probabilité P de xy. Ça, on va définir Q de xy. Ouais, je vais le mettre avec des parenthèses ici. Comme étant la quantité telle que Q de xy fois pi de x est égale à pi de y fois P de xy. Autrement dit, je regarde deux points x et y. La probabilité pour aller de y à x va être donnée par cette matrice de transition. Et Q de xy, si je le passe de l'autre côté, en fait, ça va nous donner la matrice de transition inverse. Alors, pour comprendre, donc je vais le définir comme ça, pi de Q de xy, comme étant le rapport. La première observation, c'est que ça, c'est une matrice stochastique. C'est une matrice... alors, attention, il faut que j'inverse. Si j'ai pi, c'est le passage de y à x, excusez-moi, de y à x. Donc c'est p de yx ici. Et ça, c'est q de xy. Probabilité de y fois la probabilité de transition de y à x. Donc,
si je regarde ceci comme étant une matrice, je vais regarder si c'est une matrice stochastique. Une matrice stochastique, la propriété, elle est là-haut, c'est que ça doit être une probabilité conditionnelle, et donc quand je fais la somme sur tous les éléments y, ça doit me donner 1. Donc, somme sur y de q de xy, ça va être ici somme sur y de pi de y fois p de yx sur pi de x. Mais comme ça, c'est une mesure invariante, ça, c'est la même somme, simplement, il faut inverser les x et y. Ça, c'est pi de y, p de yx. Ça va me donner, ici, pi de x en haut, divisé par pi de x, et donc c'est égal à 1. J'ai bien une matrice stochastique, et maintenant je vais regarder la probabilité de la chaîne inverse. Donc la probabilité de la chaîne inverse, ça consiste à regarder la probabilité que xn soit égal à y, sachant que xn plus 1 égale à x. Donc là, je suis en train de, au lieu de regarder la probabilité du point d'après, sachant le point d'avant, je regarde la probabilité du point d'avant, sachant le point d'après. Ça, je peux l'écrire avec la formule de Bayes comme étant la probabilité du point d'après, sachant que x égale y. Excusez-moi, je suis en train de mélanger les équations. Bon, je vais l'écrire au-dessous parce que c'est vraiment trop sale. Donc, ouais, il me faut une ligne. Probabilité, désolé, de xn égale y, sachant que xn plus 1 égale x, c'est la probabilité que xn plus 1 égale x, sachant que xn égale y, fois la probabilité que xn égale y, divisé par la probabilité que xn plus 1 égale x. Ça, c'est précisément p de xy. Je suis sur le cas d'une mesure invariante au départ, donc rien ne bouge. Ça, c'est pi de y. Et ça va être pi de x. Et donc, on tombe sur q de yx. Donc, on montre bien qu'effectivement, cette formule ici me donne, et à chaque fois les deux peuvent être inversés, me donne la probabilité de transition inverse par rapport à x. Alors maintenant, il y a un cas particulier de tout ça, c'est le cas où la chaîne est réversible. Le cas où la chaîne est réversible, ça veut dire que la probabilité de transition de passer de xn à xn plus 1 est la même que dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Donc la définition de la réversibilité, ça veut dire que q de xy va être égal à p de xy, et donc si je prends cette équation-là, ça veut dire que p de xy fois pi de x est égal à p de yx fois pi de y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pars d'un point y et que je regarde la probabilité de transition pour aller vers x, c'est la totalité, en quelque sorte, des particules qui vont aller de y à x. Ça, c'est je pars de x et je regarde la transition de x vers y. Si j'ai une égalité,
c'est qu'en fait, j'ai un flot qui s'inverse, c'est-à-dire que toutes les particules, la proportion de particules qui vont de x à y est égale à la proportion de particules qui vont de y à x. Donc si je vois x comme un point et y comme un point, le flot qui va comme ça et le flot qui va comme ça va être identique. Alors que je pourrais très bien avoir des situations de stabilité où j'ai des flots comme ceci qui sont circulaires, auquel cas, avec conservation, je vais bien avoir un système qui est stable, mais qui ne va pas être réversible. Donc ça, en physique, c'est la situation des états à l'équilibre. Quand vous avez un système physique qui est à l'équilibre, c'est qu'il y a, quand il y a un changement, la probabilité de passer d'un état à un autre est le même que la probabilité de passer de l'autre à l'état d'origine. Ce qui n'est pas pareil qu'avoir un système qui est stationnaire. On peut avoir un système qui est stationnaire, par exemple un flot turbulent avec un forçage. Vous allez toujours avoir les mêmes statistiques à n'importe quel moment, mais l'évolution, mais vous n'avez pas un système qui est à l'équilibre. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette propriété qu'on appelle la propriété de balance détaillée. Donc ça, c'est une propriété qui est d'autant plus importante qu'il y a une propriété qui vient immédiatement, c'est que si on a cette propriété de balance détaillée, donc si P est réversible par rapport à P, donc par rapport à, excusez-moi, pi, alors pi est invariante. Par rapport à la matrice de transition P. Alors, comment est-ce qu'on voit que pi est invariante? Eh bien, ça doit satisfaire cette propriété ici. Ce qu'on peut faire, c'est faire la somme. Donc, je veux que pi de y soit la somme. Donc, je vais faire la somme ici sur y. Pardon, la somme elle est sur x pour refaire exactement la même notation. Somme sur x de p de xy de p de x. Eh bien, à droite, j'ai quelque chose qui ne dépend pas de x, donc je peux le sortir. Et je vais avoir la somme sur x de p de yx. Et ça vaut 1, donc j'ai bien l'égalité, ça veut dire que j'ai bien une mesure qui est stationnaire. Donc, ce qu'il va falloir créer, par rapport à notre objectif qui est de créer une chaîne qui a la bonne mesure invariante, ça va être de construire des matrices de transition qui vont satisfaire ce type de balance détaillée. Et ça, c'est l'objectif de l'algorithme de Metropolis-Hastings. C'est de construire une chaîne. Si vous me donnez pi, ça consiste à construire une chaîne, autrement dit, une matrice de transition qui satisfait cette équation de balance détaillée par rapport à pi. Et ce qu'on va voir, c'est que dans ce cas-là, on va avoir, modulo les hypothèses de l'algorithme, une garantie de convergence. Alors, pour ça, il faut qu'on reprenne les hypothèses de convergence d'une chaîne de Markov. Et comme Randall Duke vous l'avait dit au cours de son séminaire, en fait, tous ces problèmes de convergence, ici, sont des problèmes d'ergodicité et donc d'application du théorème ergodique de Birkhoff sous des formes un peu différentes. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est exactement le type de choses par lequel on avait commencé, c'est-à-dire je pars d'un point, x0, et puis j'applique une transformation. En l'occurrence, ici, la transformation, elle n'est pas déterministe, elle est stochastique. C'est la transformation qui est induite
par la matrice de transition P, je tombe en X1, et puis je réapplique la même transformation, X2, etc. Donc je suis bien en train d'itérer sur une carte, sauf que, à nouveau, cette transformation, elle est stochastique, et tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que je vais converger avec une mesure invariante, et est-ce que cette mesure invariante, ça va être celle que je veux, c'est-à-dire la mesure de pi. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait sur une variable aléatoire, si vous vous souvenez. On avait regardé, par exemple, si on tourne autour d'un cercle, eh bien, de façon et qu'on garantit une forme de mélange, eh bien, on va avoir une mesure invariante. Et l'hypothèse, si vous vous souvenez, dans le cas du théorème de Birkhoff qui était fondamental, c'était d'abord qu'il y ait une préservation de la mesure pour la transformation, c'est-à-dire que si je regarde la mesure, là je peux l'appeler pi parce que j'avais besoin d'une propriété comme ça, et puis j'avais aussi besoin que si jamais la transformation préserve A, donc A, un ensemble A est invariant par la transformation, alors il faut que la mesure pi de A soit égale à 0 ou pi de A soit égal à 1 pour avoir le résultat du théorème de Birkhoff. Et l'idée qui était derrière, c'est qu'on a une propriété de mélange, c'est-à-dire que si jamais j'ai aucun ensemble invariant, eh bien si je pars de presque tous les points, parce que ça c'est la mesure qui est égale à 1, donc c'est presque partout le cas, eh bien je sais que je ne vais forcément pas pouvoir me concentrer dans une partie de l'ensemble, et donc je vais me balader partout. Et en se baladant partout, on peut espérer oublier les conditions initiales et converger vers la mesure invariante. C'est ce que garantit le théorème de Birkhoff que j'avais donné. Alors, les propriétés qu'on va obtenir sont une version qu'on va imposer du théorème de Birkhoff dans le cas des chaînes de Markov. Alors la première propriété qu'il va falloir garantir, c'est qu'on va bien explorer tout l'ensemble et qu'on ne va pas rester concentré dans une sous-partie de l'ensemble. Donc le fait qu'on explore tout l'ensemble, c'est ce qu'on appelle l'irréductibilité de la chaîne. Irréductibilité de la chaîne. Donc ça veut dire que si je prends n'importe quel xy de mon ensemble, que ici je considère comme discret, mais qui peut être infini, alors la probabilité d'aller de x à y et la probabilité d'aller de y à x est toujours non nulle. Et strictement 0, et idem de y à x. Donc ça, c'est la première propriété qui me garantit que je ne vais pas me retrouver coincé dans un sous-ensemble. La deuxième propriété, c'est la propriété, ce qu'on appelle une chaîne qui est récurrent positive, qui va aussi compléter cette propriété là par rapport aux ensembles qui vont être invariants. C'est de dire que si je regarde le temps de retour, alors comment on définit le temps de retour en un point x? Le temps tx de retour, c'est le plus petit n tel que, donc qui va être plus grand que 1, tel que je reviens sur x, autrement dit, petit xn est égal à x. Donc je vais pouvoir partir n'importe où et je regarde le temps pour revenir.
Ça, c'est une variable aléatoire. Et donc, puisque ça dépend, à chaque fois, j'ai une chaîne avec une transition qui est aléatoire. Donc, je vais regarder l'espérance du temps de retour, et on dit que la chaîne est récurrente positive si l'espérance du temps de retour est finie. Autrement dit, quand je suis dans un cas d'un ensemble infini, je ne peux pas partir à l'infini. Ma chaîne ne va pas partir à l'infini, je vais toujours avoir un retour. Et ça, c'est aussi important parce que si je n'ai pas de retour, je ne vais pas avoir d'ergodicité, c'est-à-dire que je ne vais pas revisiter suffisamment les points pour pouvoir converger vers une probabilité qui est positive. Et en l'occurrence, ce qu'on va voir, c'est que là, la mesure invariante pi de x, ça va être 1 sur l'espérance du temps de retour, parce que c'est le nombre de fois où je vais visiter. Et la dernière chose que j'ai besoin, c'est la périodicité. Alors, la périodicité, elle dit essentiellement qu'on ne revient pas en x avec, disons, avec des intervalles taux qui sont strictement plus grands que 1. Autrement dit, si je regarde le plus grand commun PGCD, le plus grand commun dénominateur des temps de retour, en x, ça, c'est égal à 1. Alors ça, c'est important pour garantir qu'on oublie les conditions initiales. Si je reprends l'exemple d'une chaîne où xn est un entier et je le modifie en rajoutant zn qui est égal à plus ou moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de retour est forcément pair, parce que si je bouge de 1, il faut que je revienne, d'accord? Donc j'ai toujours un temps pair. Donc je sais que si je regarde les x impairs, ils ne vont pas avoir la même structure que les x pairs. Il y a une forme de périodicité. Donc ça veut dire que je n'ai pas oublié les conditions initiales, parce que je me souviens toujours, par rapport à x0, en un point n, si je suis pair ou si je suis impair. Et donc, je ne vais pas avoir une convergence en loi de xn. Donc ça, on l'évite avec cette hypothèse. Et une des propriétés, une condition qui est suffisante, c'est tout simplement que la probabilité de transition de x en x soit strictement positive. Parce qu'à ce moment-là, le temps de retour est égal à 1, parce que déjà, en une étape, je peux revenir au point. Donc, ça, c'est une condition, en l'occurrence, qui va être satisfaite par l'algorithme de Metropolis-Astley. Donc, voilà les hypothèses. Et ces hypothèses, c'est celles qu'on va utiliser pour avoir le résultat de convergence. Donc, le théorème de convergence, c'est vraiment le théorème cœur des chaînes de Markov, que je ne vais pas démontrer cette année, parce que je voudrais tout finir sur les chaînes de Markov aujourd'hui. Donc, le théorème, c'est le théorème d'ergodicité. Donc, la première chose qui nous dit, donc, si j'ai une chaîne qui est irréductible, donc je vais pouvoir, à partir du point xn, aller absolument partout et récurrente positive. Ça veut dire que je suis garanti de toujours revenir en un temps fini en moyenne, et donc je vais repasser de plus en plus souvent. À ce moment-là, si je considère pi de x comme étant
1 sur l'espérance du temps de retour. Ça, c'est l'unique mesure invariante de la chaîne. D'accord? La deuxième chose, c'est ce dont j'ai besoin pour avoir une formule de Monte-Carlo. Pour avoir une formule de Monte-Carlo, ce que je considère de façon générale, c'est des fonctions qui sont intégrables, donc telles que la somme sur tous les états de f de x fois pi de x soit finie. Alors, ce que je voudrais, c'est que si je fasse une somme empirique donc, sur l'itéré de la chaîne, c'est-à-dire la somme sur n donc de k, 1 à n, des valeurs de f en xn, ça doit converger presque sûrement vers l'intégrale, c'est-à-dire, pardon, là j'ai une somme discrète, c'est une somme sur x des f de x, pi x, autrement dit, c'est l'espérance de la valeur de f par rapport à la loi. D'accord? Donc ça me dit, c'est que si maintenant je déroule la chaîne indéfiniment, je somme les valeurs de la fonction sur tous les états de la chaîne, je prends la moyenne, je vais bien converger vers la valeur que j'aurais obtenue si jamais j'avais appliqué la mesure invariante. Et le dernier point, c'est la convergence en loi. Et pour la convergence, j'ai besoin de l'oubli des conditions initiales. Donc, si la chaîne est apériodique, donc ça, j'en ai pas besoin pour avoir la formule de Monte-Carlo, alors à ce moment-là, xn va converger en loi vers pi. Autrement dit, si je regarde la probabilité que xn soit égal à petit x, ça, quand n tend vers l'infini, ça va converger vers pi de x. Donc ça, par exemple, ça n'aurait pas été vrai sur l'exemple que je vous avais donné précédemment. Ça veut dire à nouveau que la distribution de xn est indépendante de la distribution initiale, puisqu'elle converge vers quelque chose qui ne dépend plus du tout de la distribution initiale de x0, asymptotiquement. Et donc j'ai bien un oubli des conditions initiales, et ça, c'est là qu'on a besoin de la propriété d'apériodicité. Donc ça, c'est le théorème de Birkhoff, autrement dit le théorème d'ergodicité, sous les hypothèses des chaînes de Markov. Donc si je reviens à nouveau sur mon problème, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, si vous me donnez pi, il va falloir que je trouve une matrice de transition qui va avoir pi comme mesure invariante, autrement dit qui va satisfaire cette équation, et puis qui va aussi satisfaire toutes ces hypothèses. Alors, avant de regarder ça, je vais vous donner un regard spectral sur cette notion de mesure invariante. Donc, ce qu'on a vu juste au-dessus, c'est qu'une autre manière d'interpréter la mesure invariante, c'est tout simplement comme étant un vecteur propre associé à la valeur propre 1 de la matrice de transition. Et l'inconvénient du théorème qui est là, c'est qu'il ne vous dit pas à quelle vitesse je vais converger.
Et si c'est très lent, alors numériquement, ça devient totalement inefficace. Donc ce qu'on a typiquement envie d'avoir dans ce genre de situation, c'est des vitesses de convergence et des vitesses de convergence exponentielles. Et pour faire ça, il va falloir regarder de façon un peu plus fine les propriétés de la matrice. Donc ça, c'est le point de vue d'analyse spectrale. Donc je vais juste vous donner les idées principales. Donc on veut regarder les valeurs propres de la matrice P de xy. Et ce qu'on sait, c'est que c'est une matrice qui est une matrice stochastique. Donc c'est la probabilité de x ou de x vers y. Donc je vais l'écrire P de yx ou P de xy. Et ce que je sais, c'est que somme des P de xy sur y, ça vaut 1, et que toutes les entrées sont des entrées qui sont positives. Donc là, vous avez un théorème, qui est un théorème classique d'analyse de Perron-Frobenius, qui vous dit que toutes les valeurs propres sont plus petites que 1. Donc s'il y a une mesure invariante, ça veut dire qu'il y en a au moins une qui est égale à 1. Et donc vous pouvez construire une base de vecteurs propres je vais les écrire les πk et dont les valeurs propres ça va être les lambda k. Et si vous avez une mesure initiale mu0, vous pouvez toujours la décomposer sur cette base de vecteurs propres qui vous définit votre base. Ensuite, vous allez transformer votre mesure par P. Ça va consister à transformer chacun des vecteurs propres par P. Et ça va donc vous donner somme sur K des alpha K fois lambda K pi K. Parce que, par définition, c'est un vecteur propre. Maintenant, si vous voulez regarder la mesure mu n, eh bien, ça va consister à faire ça n fois. Donc, vous allez itérer n fois sur votre opérateur et vous allez avoir lambda k à la puissance n. Donc, ce que vous savez, c'est que tous les lambda k vont converger vers 0, sauf ceux qui sont égaux à 1. Le fait que vous ayez une seule mesure invariante donnée par le théorème, ça veut dire que vous avez un seul lambda k qui est égal à 1. Ou en tout cas, la deuxième chose, c'est à quelle vitesse est-ce que ceci va converger. Déjà, il y en a un qui ne va pas bouger. D'accord? C'est, disons, le premier. Donc, on va l'écrire alpha 0, pi 0. C'est la mesure invariante. Et puis ensuite, vous avez tous les autres. La vitesse de convergence, elle va être dominée par la plus grande valeur propre, juste au-dessous de la valeur propre qui est égale à 1. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le saut spectral. Vous avez, si je regarde toutes les valeurs propres, j'ai 1, il y en a une qui est égale à 1, je vais regarder la distribution de ces valeurs propres, et la première qui est juste au-dessous, eh bien, elle va définir la vitesse de convergence parce que toutes les autres, elles vont, à la puissance n, elles vont converger beaucoup plus vite vers 0. Et la vitesse de convergence, elle va être donnée par la première valeur propre, qui est strictement plus petite que 1, à la puissance n. Et donc, construire une chaîne de Markov qui a une vitesse de convergence exponentielle, ça vous demande
d'avoir un saut spectral sur les valeurs propres de la matrice de transition qui va être plus grand qu'une certaine valeur pour garantir que vous avez une convergence exponentielle qui est définie par cette valeur. Donc en fait, c'est un problème d'analyse spectrale. Ce qui est difficile, c'est que dès que vous commencez à avoir un nombre d'états qui tend vers l'infini, vous avez des matrices qui tendent vers l'infini, et donc pour contrôler le comportement du saut spectral, c'est difficile, et très souvent, on se retrouve dans des situations où les valeurs propres, en fait, commencent à s'accumuler vers 1, et donc on n'a plus, asymptotiquement, quand la taille du vecteur qu'on fait évoluer avec la chaîne de Markov augmente, on n'a plus de convergence exponentielle. Et donc tout est un problème, en fait, d'analyse spectrale pour contrôler la vitesse de convergence. Alors, maintenant, on va utiliser tout ça pour résoudre notre problème d'échantillonnage, et ça, c'est fait par l'algorithme de Metropolis-Hastings, qui est vraiment une très belle application de toutes ces notions. Donc, l'idée, c'est qu'on veut échantillonner pi. Donc, on veut que la proba invariante soit pi, et ça, c'est donné. Donc, ce qu'on sait, c'est que si jamais j'ai une chaîne qui est réversible, c'est-à-dire si je peux créer une matrice qui satisfait cette propriété, alors il suffit de dérouler la matrice, et je vais essentiellement avoir le théorème d'ergodicité qui, donc je sais que pi va être la mesure invariante, et si je me débrouille bien, je vais être dans la situation du théorème d'ergodicité, je vais avoir une convergence. Donc j'ai besoin de créer pi. Le problème, c'est que généralement, le p, on ne le connaît pas. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une proposition pour le p, c'est-à-dire qu'on va essayer de deviner quelque chose qui ressemble au p, je vais l'appeler q, d'accord? Donc je vais définir un q de xy, qui va être une matrice de transition. D'accord? Et ce que je vais supposer, c'est que c'est une matrice qui est réductible. Donc je vais la construire de manière à ce qu'à partir de n'importe quel x, je peux toucher n'importe quel y. Ça, ce n'est pas difficile. Par exemple, je peux prendre pour q de xy avec une proba strictement positive. Je peux prendre par exemple e puissance moins x moins y. Et puis, si x est un vecteur en dimension d, je vais avoir 2pi d sigma carré à puissance d sur 2. D'accord? Donc ça, c'est un exemple le plus simple que vous puissiez imaginer. C'est une probabilité gaussienne. L'exponentielle, elle n'est jamais strictement nulle. Donc ça veut dire que la probabilité de transition de x à y est jamais nulle. Donc ça, c'est une distribution qui va être une proposition qui va être irréductible. Alors, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ça satisfasse mon égalité. Donc, j'ai besoin de construire à partir de q de xy un p de xy. L'idée, c'est que pour ça, je vais le multiplier par une fonction que je vais adapter, que j'appelle ici ρ de xy. Et à nouveau, mon objectif, c'est d'avoir cette égalité. Donc, mon objectif, c'est d'adapter Q pour obtenir une chaîne réversible. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver le ρ, tel que ρ de q de xy fois pi de x va être égal à l'inverse, p de yx, autrement dit ρ de yx fois q de yx
fois pi de y. Donc je suis simplement en train d'écrire l'équation de réversibilité en imposant ça. À nouveau, pensez, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est une probabilité de transition. Donc c'est la probabilité de passer à chaque fois P de xy de l'état x à l'état y. Et qu'est-ce que je suis en train de faire quand je suis en train de multiplier par ρ de xy? Enfin, je suis en train de potentiellement réduire la valeur de q de xy. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est une procédure de rejet. Mais au lieu de faire la procédure de rejet sur la probabilité pi, comme on l'avait vu dans l'algorithme de départ, je suis en train de faire la procédure de rejet sur la transition entre un état x et y. Et je vais revenir là-dessus. Donc la première chose, donc évidemment, comme ρ, c'est une probabilité de rejet, ça va être plus petit que 1, et j'ai besoin d'avoir cette égalité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la plus grande valeur des deux valeurs entre ceci et ceci. Soit les deux sont égaux, donc tout est parfait, j'ai une chaîne irréversible, mais évidemment, on ne va pas être dans ce cas-là en général. Soit je prends la valeur la plus grande, d'accord? Disons que ce soit celle-ci. À ce moment-là, pour ρ de yx, je vais prendre 1, et pour ρ de xy, je vais prendre le rapport. Donc, de façon générale, on va obtenir que ρ de xy, ça va être la valeur minimum entre 1 et le rapport q de yx fois pi de y sur q de xy fois pi de x. D'accord? Formule toute simple. Et ça va être le taux de rejet. Et ça, c'est l'algorithme de Metropolis-Asti. Alors, une chose qui est immédiatement importante d'observer, c'est que là, ce que vous voyez apparaître, c'est un rapport. Donc, on n'a pas besoin de connaître les constantes qui sont derrière le pi. En particulier, si vous avez une énergie de Gibbs, comme on l'avait vu pour les champs de Markov, s'écrit sous la forme comme ceci. On avait vu, la constante de normalisation est toujours compliquée à calculer. On n'en a pas besoin parce que les constantes de normalisation, elles disparaissent dans le rapport. Alors, l'algorithme, il se déroule comment? On va réécrire ça sous forme, alors je vais garder ça, sous forme algorithmique. Metropolis-Hastings. Donc d'abord, je pars d'un x0 que j'échantillonne de proba mu0. Ça, c'était ma probabilité Q qui est facile à échantillonner, que je choisis. Par exemple, à nouveau, ça peut être une gaussienne. Et puis, je vais construire petit à petit x0, x2, xn. Et maintenant, j'ai besoin de construire le point d'après de la chaîne. Donc la première chose, c'est qu'on va générer un yn plus 1 avec la proposition Q de la proposition de transition qui est ici. C'est-à-dire que ça, c'est une proba. Étant xn fixé, j'ai une probabilité conditionnelle. Donc là, je vais obtenir une distribution de proba. Et je vais échantillonner cette distribution de proba. Donc ce qui va être important, c'est que ça, ce soit une proba facile à échantillonner. Et donc, typiquement, par exemple, je peux prendre une gaussienne.
gaussienne, c'est facile à échantillonner, mais je peux prendre n'importe quel type de distribution modulo le fait qu'elle soit irréductible. Et donc, étant donné le xn, donc par exemple ici dans le cas de gaussienne, x vaut xn, j'ai une distribution de probabilité qui est une distribution en y, et je prends un échantillon de cette distribution de probabilité qui est ici du bruit blanc. Une fois que j'ai échantillonné le xn, je vais tirer une variable aléatoire, donc faire une rejection. On va faire un rejet, ou plutôt on va accepter avec une proba qui maintenant est le ρ de xy. Donc ici, ça va être le ρ de xn yn plus 1. Ceci, je le calcule avec la formule de Metropolis-Hastings. Donc, comment on fait un tel rejet? On tire une variable aléatoire uniforme entre 0 et 1, et puis je regarde si jamais ma variable aléatoire elle est plus petite que le ρ, alors j'accepte, sinon je rejette. Donc, dans ce cas-là, on accepte. Ça veut dire que xn plus 1 va être égal à yn plus 1. On rejette. À ce moment-là, xn plus 1 va être égal à xn. On rejette, ça veut dire que la variable aléatoire est plus grande que le ρ. Et donc, ça va nous définir une matrice de transition. La matrice de transition, comme on l'a vu, ça va être ρ de xy, q de xy, si x est différent de y. Et puis si x est égal à y, comme c'est une matrice stochastique qui doit sommer à 1, ça va être la somme des 1 des p de xy. Ah, excusez-moi, là j'ai un y. Donc, il faut que je l'écrive en P de somme sur Z, P de XZ. Voilà, donc ça c'est l'algorithme. Et maintenant la question, c'est est-ce que ça va converger? Autrement dit, si jamais je définis une matrice de transition de cette façon, est-ce que je vais avoir une mesure invariante qui est la bonne? Et est-ce que, si je déroule ma chaîne, ça va converger? Alors, est-ce que la mesure invariante va être la bonne? J'ai tout fait pour, d'accord? Parce que j'ai construit le P de manière à avoir la réversibilité, et j'ai vu précédemment le lemme qui est juste au-dessous, qui me garantit que pi est alors invariante par rapport à P. Première chose. Deuxième chose, il faut que je converge, que je sois dans les conditions du théorème d'ergodicité. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais me limiter. Il se trouve que mon ensemble grand X est discret. Je vais me limiter au X est positif, parce que tous les autres, ils ont une proba nulle, ce n'est pas la peine de les considérer. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Je me limite au X tel que pi de X est positif, et à ce moment-là, ça, c'est strictement positif. Donc là, je n'ai pas de problème. Je vais bien avoir une mesure qui va être strictement invariante. Là, donc ça me donne l'irréductible. Excusez-moi. Ça, c'est le fait que je vais avoir une chaîne. J'ai besoin de vérifier ces trois propriétés. Donc le fait que j'ai une chaîne récurrente positive, ça vient du fait que la mesure invariante, elle est strictement positive. Le fait que je sois irréductible, ça vient du fait que le Q est irréductible et le ρ ne va jamais être égal à 0. Donc j'ai toujours une possibilité d'aller avec une proba non nulle d'un point X à un point Y. La périodicité, ça vient du fait que une condition suffisante, c'est que la probabilité de x à x
est strictement positive. La probabilité de x à x, je l'avais écrite. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Pourquoi? Parce que ça ne va jamais être égal à 1, parce que pour que ceci soit égal à 1, il faudrait que les ρ, il y ait une acceptation systématique, et à ce moment-là, ça voudrait dire que le Q est parfait, c'est-à-dire satisfait l'hypothèse de balance détaillée, et donc j'ai aucun problème. Donc si au départ je pars d'un Q qui n'est pas exact, forcément je vais avoir un P de XX qui est strictement positif, et donc forcément il y a des moments où je vais faire un rejet, et donc je ne vais pas bouger. Et si je ne bouge pas, ça veut dire que la probabilité d'aller de x à x est strictement positive. Donc j'ai les trois propriétés, et hop, le théorème de convergence me garantit que je vais converger. Donc fabuleux, on a tout résolu. On a tout résolu à un détail près, c'est la vitesse de convergence. Et ça, c'est vraiment le nœud de la guerre. Donc ce théorème qui vous prouve la convergence de l'algorithme de Metropolis-Hastings, il est superbe, et l'algorithme est vraiment assez spectaculaire parce qu'il est assez simple et il vous garantit de converger vers la bonne mesure et de pouvoir faire l'échantillonnage. Le problème, c'est que vous pouvez attendre pour toujours dès que vous êtes en grande dimension, parce que l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur propre, la plupart du temps, à moins que vous ayez fait en sorte que ce ne soit pas le cas, elle va tendre vers 0. Et donc, en pratique, on va donc être devant la situation de bien choisir le Q de xy de manière à s'assurer que ce ne soit pas le cas. Donc, déjà, il y a quelques cas particuliers. Il y a un cas important, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Metropolis, qui est un cas particulier de Metropolis-Hastings. Donc l'algorithme de Metropolis, c'est dans le cas où la proposition est symétrique. Q de xy égale Q de yx. Et à ce moment-là, la formule se simplifie. Le ρ de xy, c'est tout simplement, et ça va être plus intuitif pour regarder ce qui se passe, le minimum entre 1 et pi de y, divisé par pi de x, les rapports de proba. Et maintenant, très souvent, en fait, on prend, en l'absence de toute information très spécifique sur les propriétés de pi, on va prendre un Q de xy qui est gaussien, et on peut regarder un peu ce qui va se passer. Si jamais vous êtes dans une situation où vous avez une distribution de probabilité vers laquelle vous voulez converger, pi de x, qui a, disons, deux modes. D'accord? Ça, c'est toujours l'ennemi qu'on vous a à chaque fois présenté, aussi bien dans le séminaire de Marie-Lou Gabriel que de Randall Duke. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, avec un peu de chance, vous allez arriver au voisinage. Donc là, vous avez votre chaîne qui va avancer. Au bout d'un moment, au départ, vous allez bouger un peu aléatoirement. Et avec un peu de chance, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver au voisinage d'un point. Ça, c'est le x, où il y a une forte probabilité. Deux possibilités. Soit vous avez une proposition qui est assez petite, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le Q de xy, il ne va pas vous emmener très loin avec forte probabilité. Autrement dit, supposez que vous fassiez une proposition gaussienne et que votre sigma soit petit. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que typiquement, vous allez rester dans cette zone-là. Autrement dit, vous allez construire, si je regarde les états, vous allez construire un espèce d'histogramme ici de votre distribution de proba, et vous allez bouger comme ça. Ce qui va se passer, c'est que dès que et là, comme vous n'allez pas trop bouger et que vous avez trouvé un bon endroit, le rapport entre chaque fois que vous bougez, le pi de y, donc ce point-là, et ce point, si vous avez bougé comme ça, va être pas trop petit,
et donc votre taux d'acceptation va être assez grand. Donc l'avantage de ne pas trop bouger, c'est que chaque fois que vous proposez un nouveau point, comme il est au voisinage du point précédent, les probabilités sont à peu près du même ordre, le rapport va être OK, et donc à chaque fois, vous allez accepter le point, et votre chaîne va avoir un bon rendement. Le seul problème, au sens où vous éliminez très peu de points, c'est que vous n'allez jamais explorer ce point-là, ce domaine-là, cet autre mode. Donc on voit bien que pour explorer l'autre mode, il va falloir faire des propositions qui vont permettre d'aller plus loin, donc typiquement des variances qui vont être plus grandes, de manière à pouvoir sauter d'un mode à l'autre et petit à petit construire, passer par ces points-là et construire une loi qui va effectivement converger vers celle-là assez rapidement. Le problème, c'est que si maintenant votre sigma de proposition est assez grand, ça veut dire que vous allez passer d'un x qui est potentiellement assez grand à un y et vous allez tomber dans des trous. Et chaque fois que vous tombez dans un trou, pi de y est tout petit, donc le rapport est tout petit, et donc vous allez rejeter. Et donc vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez essayer plein de y possibles et être très souvent rejeté. Alors si vous êtes en une dimension, ce n'est pas dramatique, parce que là, les deux modes, ils occupent l'essentiel de l'espace. Mais à nouveau, si vous êtes en grande dimension, vous allez avoir votre espace de grande dimension, votre mesure de proba, elle va être concentrée dans un point, dans un domaine qui est tout petit. Vous allez avoir une distribution de propositions qui est une gaussienne, qui est très grosse potentiellement, et vous allez proposer plein de points qui ne vont pas être sur le bon endroit, et donc à chaque fois, vous allez vous faire rejeter, vous faire rejeter, vous faire rejeter, avec une probabilité énorme. Donc ce qu'il va falloir, on le sent bien dans ce cas-là, c'est faire une toute petite proposition, mais si vous faites une toute petite proposition, vous avez ce problème, où est-ce que vous allez vous balader? Et donc tout l'enjeu de tout ce domaine des chaînes de Markov, c'est de réguler ce sigma. Et donc on a déjà vu les premières idées qu'a montré Randall, et ça c'est le genre de choses probablement que va raffiner Christian Robert dans la deuxième partie, c'est qu'on peut avoir des algorithmes beaucoup plus subtils qui commencent à adapter la proposition. Au lieu d'avoir une proposition fixe d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est ce que proposait aussi Randall, c'est de faire des propositions qui commencent à évoluer. Mais évidemment, pour que vous ayez une convergence, il faut que la proposition, elle évolue pas trop pour que, pour chaque proposition fixée, en quelque sorte, vous y ait suffisamment de n pour que vous ayez une convergence. Donc ça, c'est tout l'enjeu du domaine, c'est d'être capable d'approcher des problèmes qui sont très non convexes, qui sont éventuellement en grande dimension, et qui permettent d'avoir une vitesse de convergence qui n'est pas ridiculement petite. Donc d'une certaine manière, il faut un peu se méfier de ces théorèmes de convergence. C'est pareil, donc là je ne vais pas couvrir Langevin, mais je mentionnerai la fois d'après. C'est un autre type d'algorithme avec une proposition qui est aussi une proposition fixe. Le problème de tous ces théorèmes qui semble en apparence résoudre complètement le problème, c'est que dès qu'on passe en grande dimension, essentiellement, ça marche très mal. Donc ce que je vais montrer la fois prochaine, c'est qu'il y a une façon très élégante d'approcher le problème différemment avec ces algorithmes de diffusion de score, mais on est dans un cadre différent parce qu'on va avoir des données. Et le fait qu'on ait des données, c'est ça qui va nous permettre de modifier d'une certaine manière la proposition de manière à garantir une convergence qui est beaucoup plus rapide, y compris en grande dimension, modulo le fait qu'on a ces réseaux de neurones qui nous permettent miraculeusement d'estimer le score. Donc ça, c'est ce qu'on va voir la fois prochaine. Alors, avant de terminer, je voudrais juste faire une ou deux annonces. Donc d'abord, je vais envoyer à tous les étudiants de master en début de semaine prochaine l'horaire de passage. J'ai recueilli vos desiderata.
avec le lien Teams de manière à ce que vous puissiez vous brancher. Je vous rappelle que, je crois que c'est le 17, il va y avoir le score caché qui va vous être révélé, qui vous permettra, dont je reviendrai là-dessus, d'évaluer éventuellement le surapprentissage de l'algorithme. Et vous avez les notes des cours qui sont à chaque fois, et je le remercie à nouveau, écrits par Jean-Éric Campagne, qui sont disponibles sur l'adresse di.ens.fr/mala cours collège.html. Donc à cette adresse, vous pouvez récupérer les notes. Il y a aussi la référence du livre de Christian Robert. Donc à nouveau, je vous recommande très fortement d'assister au séminaire parce que c'est un peu le pape des chaînes de Markov en France. Et il a écrit le premier livre dessus, qui est un très joli livre, et donc vous pouvez récupérer les références. Donc voilà, pour une fois, éventuellement, on a le temps pour une question ou deux. Il nous reste 5 minutes. Alors là, vous êtes tellement peu habitués à ce que je vous propose des questions que j'imagine il n'y a pas de questions. Quand même, pas de questions? Fabuleux, tout est super clair. Bon, bah écoutez, du coup, vous avez le droit à 3 minutes de plus de pause et on se retrouve dans un quart d'heure. Je vous remercie. Et puis, il y a les signatures, comme d'habitude, qui sont là.